Cette vidéo se trouve sur YouTube. Elle va rejoindre des milliers de vidéos téléchargées chaque minute sur la plateforme. Chaque jour, des images, des textes, des sons, des vidéos sont partagés sur Internet, formant un flot continu de données massifs. Désordonnées, non classées, souvent étiquetées, mais pourtant pleines d'informations précieuses, ces données sont partout, mais leur sens n'est pas toujours visible. La question qui se pose est la suivante: comment extraire de la structure, du sens et des regroupements cohérents à partir de ce chaos d'informations non annotées? Cette question a trouvé une réponse dans un domaine en plein essor qui est l'apprentissage non supervisé. Contrairement à l'apprentissage supervisé, où les modèles appartiennent à partir d'exemples étiquetés, ici, aucune indication humaine n'est donnée. Les algorithmes doivent découvrir seuls les régularités et les motifs cachés dans les données. C'est dans ce contexte que s'inscrit notre travail pratique, consacré à l'apprentissage non supervisé appliqué aux images. Nous allons vous présenter une approche basée sur un mélange de lois de Bernoulli, un modèle probabilistique que nous avons implémenté et testé sur le célèbre jeu de données MNIST, composé de chiffres manuscrits. Nous allons présenter la théorie du modèle et de l'algorithme EM, puis nous détaillerons le code que nous allons implémenter avant de commenter les principaux résultats obtenus. Message non supervisé. Contrairement à l'apprentissage supervisé, où les modèles appartiennent à partir d'exemples étiquetés, ici, aucune indication humaine n'est donnée. Les algorithmes doivent découvrir seuls les régularités et les motifs cachés dans les données. C'est dans ce contexte que s'inscrit notre travail pratique. Pour modéliser la distribution des images MNIST, on a choisi d'utiliser un modèle de mélange de lois de Bernoulli que l'on va expliquer. L'idée de base est la suivante: chaque image peut être vue comme un ensemble de pixels binaires, c'est-à-dire des points qui valent 0 et des points qui valent 1. Pour modéliser avec, comme sur l'image, 0 qui correspond au blanc et 1 qui correspond, plutôt 0 qui correspond au noir et 1 qui correspond au blanc. On suppose donc que chaque pixel est une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli et qu'une image complète est une combinaison de ces variables. Exemple, on a des milliers d'images de chiffres manuscrits dans MNIST. Chaque image est une matrice 28 x 28 de pixels, donc un long vecteur de 784 images, 784 valeurs. Or, si nous regardons toutes les images, une à une, certaines se ressemblent. Là, dans notre exemple, on a des 2 qui ont la même forme, mais on a d'autres 2 qui n'ont pas la même forme. Exemple, on a des milliers d'images de chiffres manuscrits dans MNIST. Chaque image est une matrice 28 x 28 de pixels, donc un long vecteur de 784 images, 784 valeurs. Autrement dit, toutes les images d'un même chiffre ne sont pas identiques. Et il existe des groupes naturels, qu'on appelle clusters, d'images similaires. Plutôt que de dire toutes les images suivent la même loi statistique, on suppose qu'il existe plusieurs sous-populations dans le dataset. Chacune de ces sous-populations correspond à une distribution de Bernoulli différente. Par exemple, une première distribution de Bernoulli peut représenter les pixels moyens d'un chiffre 2 bien arrondi, tandis qu'une autre distribution peut représenter un 2 avec une boucle devant. Si l'on veut reformuler, on a donc que chaque distribution a ses propres probabilités μk, où k c'est le numéro du cluster, i le numéro du pixel, et μki la probabilité que le pixel i soit blanc dans le cluster k. Le modèle de mélange est assez simple à expliquer. Si l'on veut reformuler, et on peut l'expliquer en plusieurs étapes. Supposons qu'on ait 4 groupes différents d'images. Exemple, on est le groupe 1 qui contient les images qui ressemblent à des zéros en rouge, le groupe 2, celles qui ressemblent à des 2 en orange, et le groupe 4, celles qui ressemblent à des 4 en marron, et ainsi de suite.
Parenthèse, il faut faire attention puisque le modèle ne connaît pas les chiffres. Il voit juste qu'il y a des formes qui se répètent et il les regroupe automatiquement en clusters. Donc on a le cluster rouge, le cluster marron et le cluster jaune. Nous déterminons ensuite le poids du mélange WK. Donc on sait que chaque groupe n'a pas forcément la même taille. Il peut y avoir beaucoup de 1 dans le dataset, mais peu de 9. Les poids WK représentent donc l'importance de chaque groupe. Par exemple, on a W1 qui vaut 0,09, ce qui veut dire qu'environ 9% des images proviennent du groupe 1. Si on a W2 qui vaut 0,55, ça veut dire que environ 55% des images, dans notre cas c'est 65. Donc si on a W2 qui vaut 0,65, ça veut dire qu'on a 65% des images qui viennent du groupe 2. Ces poids WK doivent toujours faire 1. C'est-à-dire que la somme des WK doit être égale à 1, ce qui correspond à 100% des images. Enfin, on va déterminer l'image moyenne de chaque groupe MUK. Donc chaque groupe K est caractérisé par une image moyenne que l'on va noter MUK. Ce n'est pas une vraie image, mais c'est un ensemble de probabilités pour chaque pixel. Autrement dit, MUK décrit la forme typique du chiffre moyen dans ce groupe. C'est ce qu'on appelle parfois le prototype visuel du cluster. Si nous devons récapituler tout ça mathématiquement, on aurait que l'équation suivante représente la probabilité d'observer une image donnée. Le modèle suppose que chaque image provient d'un cluster K, chacun ayant un poids WK et une image moyenne MUK. À l'intérieur du cluster, chaque pixel suit une loi de Bernoulli indépendante des autres. Le produit calcule la probabilité des pixels et la somme combine les clusters. C'est pourquoi on parle d'un mélange de Bernoulli. Et on ne doit pas oublier qu'on combine qu'il y a une condition au modèle, c'est que la somme des WK vaut 1. L'objectif est donc d'estimer les paramètres du modèle. Les poids WK qui indiquent la taille de chaque cluster, mais aussi les moyennes MK qui décrivent la structure typique des images dans chaque cluster. Mais ici, on ne sait pas à quel cluster appartient chaque image. Cette information est cachée. C'est exactement ce qui rend le problème non supervisé. Pour contourner cette difficulté, on va utiliser l'algorithme EM, Expectation Maximization. Cet algorithme fonctionne en 2 étapes. Donc la première étape, on commence avec des clusters un peu aléatoires car on ne sait rien au départ. Puis pour chaque image, on calcule quelle est la probabilité que cette image appartienne à chaque cluster. C'est ce qu'on appelle la vraisemblance. Donc pour une image donnée, l'algorithme peut dire 80% de chances qu'elle appartienne au cluster 1, 15% au cluster 2, 5% au cluster 3. C'est ce qu'on appelle les responsabilités. Elles sont calculées avec cette formule qu'on peut voir ici. On ne dit pas que une image appartient certainement à un cluster, mais elle est donc on fait pas de la classification stricte, mais plutôt une affectation douce. Donc probablement cette image appartient au cluster 1 à 80%. Donc après avoir calculé les probabilités d'appartenance de chaque image, on met à jour les paramètres du problème. Donc on fait 2 choses. Donc on recalcule les poids WK. Si beaucoup d'images appartiennent fortement à un cluster, son poids augmente, sinon il diminue. On met à jour la moyenne MK, c'est la moyenne pondérée de toutes les images qui ressemblent à ce cluster. Autrement dit, plus une image est associée à un cluster, plus elle influence sa forme moyenne. Une fois ces mises à jour faites, on revient à l'étape E.
On recalcule les probabilités d'appartenance dans les nouveaux paramètres, puis on refait une M-step, puis encore une E-step, etc. Donc, au fil des itérations, les clusters se réorganisent, les probabilités deviennent plus nettes et le modèle se stabilise. On a choisi le 3 et le 5 comme chiffres. Et on a choisi un k égal à 2, donc on voulait 2 clusters. Avec cette sélection, on voit que l'algorithme n'arrive pas vraiment à différencier les deux classes. Donc on voit quand même qu'il a du mal à différencier les chiffres qui se ressemblent. Alors que par exemple pour des chiffres plus distincts comme 0 et 1, le modèle apprend rapidement des prototypes clairs. Les moyennes ressemblent nettement à chaque chiffre. Donc, et aussi, lorsqu'on augmente le nombre de composantes K, qu'on a fait aussi ici, le modèle, il se spécialise. Donc, on a plusieurs prototypes pour un seul chiffre. Donc ici, comme on peut voir, on a 5 clusters pour le 0, donc avec des zéros un peu différents, et 2 clusters avec le 1. Donc, il se spécialise plus et il prend en compte plus de variantes. Donc, alors, les limitations de ce algorithme, c'est qu'il dépend beaucoup de l'initialisation. Donc, ce qu'on aura mis comme initialisation va affecter notre résultat. On l'a vu pendant l'ETP que lorsqu'on met des initialisations différentes, on obtient des résultats différents. Donc, c'est pas du tout reproductible. Donc, pour résumer, le mélange de Bernoulli est un modèle simple mais puissant, d'ailleurs qui est un peu, enfin, c'est dommage qu'il puisse que traiter les données binaires. Donc, voilà, donc on aurait pu aussi utiliser un mélange gaussien. L'algorithme EM, il permet de découvrir automatiquement des structures cachées, comme on l'a pu voir, donc il permet d'avoir un peu plusieurs clusters. Donc voilà pour ça. Et d'un point de vue plus général, ce TP nous montre comment les méthodes probabilistes et l'apprentissage non supervisé peuvent transformer un ensemble d'images brutes en une représentation structurée. Donc, qui est une étape essentielle dans la compréhension automatique des données. Voilà, merci pour votre attention.